Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette première webconférence co-présentée avec mon réseau cancer colorectal dans le cadre de Mars Bleu. Alors, qu'est-ce que Mars Bleu? C'est le mois pour sensibiliser à l'importance du dépistage et de la prévention du cancer colorectal. Chaque année en France, 43 000 personnes se voient annoncer cette mauvaise nouvelle. Ils ont un cancer colorectal qui touche aussi bien les hommes que les femmes. C'est la troisième cause de cancer chez les hommes et la deuxième chez les femmes. Alors, quand on sait que ce cancer détecté plus tôt avec une prévention efficace peut-être améliore les chances de guérison, aujourd'hui, nous allons donc voir avec nos pharmaciens comment peut-on faire mieux, à qui s'adresse ce dépistage, comment dépister. Et donc, nous avons avec nous le docteur Gravoulet. Bonsoir, docteur Gravoulet. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes, même si on ne s'en rend pas compte, dans l'Est de la France avec votre beau fond d'écran. Donc, vous êtes pharmacien d'officine à l'Aire, dans l'Est, à côté de Nancy. Vous êtes aussi membre de l'URPS, qui est l'Union régionale des professionnels de santé. Et vous êtes professeur à la faculté de Nancy. Merci beaucoup d'être avec nous. Et à vos côtés, il y a Bruno. Bonsoir Bruno. Donc, bonsoir. Vous êtes patient de mon réseau cancer colorectal et vous êtes aussi pharmacien d'officine. Donc, tous les deux, vous allez pouvoir nous expliquer le dépistage, mais aussi quelles sont les nouvelles missions des pharmaciens d'officine dans l'accompagnement des patients en cancérologie. Merci à tous les deux d'être avec nous. Et donc, Laure, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de participer ce soir à cette webconférence où en fait on est tous pharmaciens autour de la table, donc c'est assez rare. On est très motivés justement pour parler en fait de deux grands nouveaux rôles, les rôles du pharmacien d'officine pour le dépistage du cancer colorectal et les rôles du pharmacien d'officine pour accompagner les patients qui vont chercher des thérapies orales en officine. Ça se développe énormément pour tous les types de cancers. Donc ce soir, il y a des personnes de mon réseau cancer colorectal, probablement plein de patients qui viennent d'autres réseaux et d'ailleurs pour s'informer. Alors moi, je voulais juste rappeler deux choses par rapport au dépistage qui va être notre premier sujet. C'est que on ne sait pas toujours que le cancer colorectal, c'est la deuxième cause de décès en France. C'est donc un cancer dont on ne parle pas du tout assez. Il y a encore beaucoup trop de tabous et il y a un enjeu majeur qui est effectivement de dépister beaucoup plus tôt, puisque dans 9 cas sur 10, il est guérissable s'il est dépisté tôt. Et nous, on a fait 2 enquêtes. Donc, la toute première de mon réseau cancer colorectal, il y avait eu plus de 1600 personnes qui avaient répondu. C'était autour du dépistage, donc tout début 2021. Et là, parmi les pistes d'amélioration d'accès au kit qui ressortait comme un vrai frein, en fait, d'accès au dépistage, il y avait l'idée des personnes de dire, bah, si j'allais chercher mon kit chez le pharmacien d'officine, ça serait bien. Et puis, l'année dernière, on a fait une enquête plutôt sur le parcours de soins des personnes qui sont sur mon réseau cancer colorectal avec près de 220 répondants. Et là, on s'était rendu compte que seulement 16% des patients de notre réseau avaient été diagnostiqués par le dépistage et 57% finalement suite à un symptôme qui les avait alertés, qui avait amené une coloscopie. Donc, on se rend bien compte que dans la réalité aujourd'hui, on a un grand progrès qui concerne toute notre société, donc tout le monde. Et donc, je vais laisser la parole à Julien Gravoulet pour nous parler donc du nouveau rôle des pharmaciens pour le dépistage du cancer colorectal. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vous ai prévu une petite présentation rapide sur le rôle de la pharmacie d'officine dans le dépistage du cancer colorectal. Donc c'est une nouvelle mission du pharmacien d'officine qui nécessite obligatoirement de se former. Alors à l'heure actuelle, il y a énormément de pharmaciens de membres de l'équipe officinale pharmaciens qui ont été formés, mais toutes les pharmacies en France n'ont pas encore été formées et sans cette formation, elles ne peuvent dispenser ces kits de dépistage du cancer colorectal. Donc, il est tout à fait possible que autour de vous, vous ayez des pharmacies qui le proposent parce qu'elles ont fait la formation et d'autres qui ne le proposent pas encore parce qu'elles n'ont pas encore eu la formation. Mais ça va être quelque chose qui va se déployer de plus en plus.
On nous demande, nous, du coup, pharmaciens d'officine, dans cette nouvelle mission, d'avoir un côté logistique, c'est-à-dire commander ces fameux kits qui nous sont livrés, sont des boîtes Cerba avec 25 kits dedans. Donc, il y a un petit aspect logistique que je détaille pas parce que c'est pas tellement l'enjeu. On nous demande de communiquer sur ce dépistage, être un acteur supplémentaire de la remise de ces kits, c'est important. Encore faut-il le faire savoir. Et au sein de nos officines, on peut mettre des affiches, comme par exemple celles qui ont été faites par l'INCa. Et nous, par exemple, on sait que c'est le CRCDC Grand Est, le Centre régional de coordination de dépistage du cancer, qui a mis à disposition un kit de communication dans les officines, mais ça peut être fait aussi dans d'autres régions. Et on a aussi des messages vidéo qu'on peut télécharger sur le site de l'INCa. Donc, une communication active auprès de nos patients. Et bien entendu, ensuite, on nous demande de les distribuer à la population éligible. Alors, en effet, on ne peut pas distribuer ces kits à tout le monde. Il faut identifier les personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce dépistage, puisque ça ne concerne pas toute la population. Alors, ça concerne qui, finalement? On peut se poser la question. Eh bien, ce sont les personnes âgées de 50 à 74 ans qui n'ont pas de symptômes et qui sont donc considérées à risque faible finalement de développer un cancer colorectal sans antécédent personnel et ou familial. On y reviendra, c'est quelque chose d'important. Généralement, ces personnes sont identifiées par les différents CRCDC de chaque région et reçoivent une lettre d'invitation à partir du moment où ils rentrent dans la tranche d'âge de cette campagne de dépistage. Vous l'avez remarqué, pas d'antécédents familiaux, ce sont des données que n'ont pas forcément les centres régionaux de dépistage et de coordination dépistage du cancer, et le fait que le patient n'a pas de symptômes évocateurs d'un problème digestif, ça c'est une information qu'il n'a pas non plus, et c'est à nous, professionnels de santé distributeurs de ces kits, de faire cet interrogatoire. Donc, lorsque vous allez en pharmacie avec votre courrier d'invitation, le pharmacien, comme les autres professionnels de santé qui distribuent les kits jusqu'à présent, va devoir vérifier si vous êtes éligible à ce dispositif. En effet, si on juge que vous avez un risque plus important que la population générale, le kit tel qu'il est fait n'est pas un examen indiqué, puisqu'il pourrait faussement vous rassurer. Il faut passer à un autre mode de dépistage qui se fait par la coloscopie directement. Donc, on va poser des questions, et comme toute question qui peut être un peu indiscrète et toucher la santé, ça va être fait dans un espace de confidentialité. J'y reviendrai tout à l'heure. Chaque pharmacie a maintenant un espace où on peut s'isoler visuellement et phonétiquement des autres patients pour pouvoir échanger. Et donc, c'est là où on va faire l'évaluation du niveau de risque. Alors, ça va se faire, pour ça, on va s'assurer qu'il n'y a pas de critères d'exclusion au test. Déjà, est-ce qu'il y a des symptômes évocateurs d'un cancer colorectal? Donc, on va pas faire de diagnostic, mais on va poser quelques questions pour savoir si en ce moment, il n'y a pas présence de sang qui peut se manifester par des traces rouges ou noires dans les selles. S'il n'y a pas de douleur abdominale, d'apparition récente, persistante ou inexpliquée. S'il n'y a pas de trouble de transit d'apparition récente, et là de la même manière, ça peut être une diarrhée ou une constipation inhabituelle ou une alternance de ces états qui persistent. Ça peut être des douleurs abdominales, là également d'intensité importante et qui persistent dans le temps. Et ce qu'on appelle le syndrome rectal, c'est-à-dire des envies d'aller aux toilettes, mais on n'arrive pas à s'exonérer, des ténesmes ou des épreintes avec cette sensation qu'on n'a pas réussi à faire une vidange rectale satisfaisante. Et des suintements. Et un amaigrissement inexpliqué. Et éventuellement, si on a une prise de sang, si on a ce qu'on appelle une anémie ferriprive, pas suffisamment de fer dans le sang, mais une personne avec un teint très très blanc, comme on peut le voir sur ce tableau. Donc à partir du moment où des personnes ont des symptômes qui pourraient évoquer un trouble digestif plus important, notre rôle va être d'orienter ces patients vers le médecin, et ce sera lui qui fera le nécessaire cliniquement pour aller plus loin dans l'exploration ou éventuellement rassurer par rapport à ces états. Mais en tout cas, nous, on enverra plutôt le patient consulter.
Autre critère d'exclusion, vous l'avez vu, c'est ce qu'on appelle les antécédents personnels et familiaux. On sait malheureusement que ce type de pathologie a une composante héréditaire. Et on sait que lorsque vous avez des ascendants directs, des parents ou des grands-parents qui, en fonction de l'âge, ont développé ce type de symptômes, là, vous n'êtes plus considéré comme ayant un risque standard, mais vous avez un risque plus élevé qui nécessite une coloscopie tous les 5 ans. Donc là aussi, c'est un critère d'exclusion pour faire ce dépistage cancer colorectal tel qu'il est vu. Et bien entendu, si lors de la discussion, vous nous indiquez que vous avez déjà eu un adénome, que vous avez déjà un cancer en cours, que vous avez une maladie chronique inflammatoire de l'intestin, type rectocolite hémorragique ou maladie de Crohn, de la même manière, vous êtes à risque plus élevé que la population générale et le kit de dépistage classique ne vous correspond pas. Et les prédispositions héréditaires, on en a déjà parlé. Donc, soit on renvoie la personne, dans tous les cas, si elle est exclue, pour des examens médicaux complémentaires qui permettront au mieux de gérer le dépistage de cette pathologie. Alors là aussi, si vous avez eu une coloscopie il y a moins de 5 ans, pour X raisons, il n'y a pas besoin de faire de dépistage. Et là aussi, vous pouvez recevoir la lettre, mais le CRCDC ne sait pas que vous avez fait une coloscopie il y a moins de 5 ans. On considère qu'une coloscopie tous les 5 ans permet d'écarter le risque. Si vous avez eu un coloscanner, une coloscopie incomplète suivie d'un coloscanner il y a moins de 2 ans, là également, vous passez votre tour pour cette fois-ci et on en rediscutera 2 ans après avec une nouvelle convocation. Et puis, comme il peut y avoir aussi des lettres de relance et ce genre de choses, si vous avez déjà fait le dépistage il y a moins de 2 ans, parce que vous avez pu recevoir la lettre, le CRCDC considère que ça fait 2 ans, mais vous avez quand même récupéré le kit et puis vous l'avez fait un peu plus tardivement, là pareil, vous serez exclu pour cette fois-ci. On indiquera de vous renvoyer un courrier une fois qu'il y a 2 ans de manière échue avec le résultat. Et donc, à chaque fois qu'il y a une exclusion, afin que vous soyez identifié comme patient avec un dépistage qui n'est pas le dépistage classique, on va l'informer au CRCDC de la région. Donc, les pharmaciens ont une plateforme de connexion sur laquelle ils vont expliquer les raisons de l'exclusion. Et ça permet aussi, par rapport à nos instances, d'avoir des remontées de pourquoi le test n'a pas été fait. Alors, et le renvoi au médecin traitant, je l'ai dit, dans tous les cas où on a un risque ou des symptômes cliniques qui seraient évocateurs d'un autre problème, bien entendu. Donc, si jamais il n'y a pas de critère d'exclusion, le pharmacien va pouvoir vous remettre votre kit. Donc, les questions, là, je les ai détaillées, mais en réalité, à l'officine, ça va assez vite. En moins de 5 minutes, on vous a posé les questions. On a pu éventuellement répondre à vos questions si vous en avez, et on passe à la remise du kit. Donc, il est important d'expliquer la réalisation de ce kit. Alors, sincèrement, le dispositif, on va le décrire rapidement, il est quand même bien fait, mais rien ne vaut une explication de vive voix, éventuellement la manipulation du kit. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des documents qu'on peut trouver sur Internet qui sont bien faits, mais je pense que c'est important d'échanger pour s'assurer que le test soit fait le mieux possible pour que le résultat soit le plus pertinent possible. Alors, le kit de dépistage, c'est une grande enveloppe avec dedans le kit de dépistage en lui-même, des documents à remplir et une lettre pour envoyer votre échantillon. Parce qu'effectivement, c'est l'échantillon que vous allez récupérer qui va partir par la poste, aller être analysé dans le laboratoire et vous allez avoir le résultat qui va vous être transmis au médecin traitant que vous aurez désigné. Donc, 3 volets dedans. Je ne vais pas refaire forcément toute la manipulation du kit. Ce qu'il est important et ce que le pharmacien vérifie, c'est que le kit qu'on vous remet n'est pas périmé. Il y a une date de péremption comme partout. Au rythme où les dispensations des kits se font, je pense qu'ils n'auront pas le temps de périmer. C'est toujours une vérification que le pharmacien fait. Donc, il y a une date de péremption qui est sur le kit. On est attentif aussi pour les patients, de le rappeler pour les patients qui pourraient avoir un kit d'une fois d'avant où ils n'ont pas eu la motivation finalement pour le faire et qui reçoivent le courrier en se disant « Bon, à ce coup-ci, je le fais, je vais reprendre le kit de la dernière fois ». Il peut être périmé et dans ce cas-là, il ne faut pas le faire puisque les résultats ne pourront pas être interprétés. Donc, il faudra en redemander un auprès d'un fournisseur habituel comme le pharmacien. Et la date de péremption est remise aussi sur le petit tube à prélèvement. Une double vérification s'impose. Comme ça, il n'y a pas de souci.
Il est important de bien comprendre la fiche d'identification, c'est-à-dire que quand vous recevez un courrier, vous avez une étiquette autocollante qui permet de vous identifier. Là, c'est très pratique parce que ça va grandement simplifier le remplissage de cette fameuse fiche d'identification. On va coller la grande étiquette tout en haut et on va juste remplir quelques éléments et vous verrez que ça va être assez facile. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est coller la fameuse grande étiquette. Ici, en haut à gauche, c'est là où il y a les petits pointillés, là où c'est mis en jaune, et ça colle parfaitement. Il n'y a pas de problème. Si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas reçu le courrier d'invitation, alors on peut faire une demande de vous en envoyer, puis vous avez les relances, mais l'étiquette est abîmée, illisible ou autre, on peut remplir à la main, mais c'est quand même moins pratique. Vous avez, par contre, les seules choses qui ne sont pas pré-remplies, bien entendu, c'est la date du prélèvement et un numéro de téléphone qui sera à remplir. Et c'est pour ça que c'est marqué tout en haut dans important. Et nous, quand on fait la dispensation des kits, on le rappelle. Et là aussi, ce que peut pas deviner le CRCDC qui émet les courriers, c'est à quel médecin on fera suivre les résultats. Donc là, c'est à vous de remplir ces informations parce que là aussi, vous pouvez choisir votre médecin traitant, vous pouvez choisir qui a pu changer d'ailleurs. Enfin voilà, c'est vous qui choisissez et donc ça, il faut le remplir et c'est important puisque ce sera transmis. Et si vous voulez que les résultats soient transmis à un deuxième médecin, c'est possible. Il suffit de remplir la petite partie en dessous. Et ensuite, vous indiquez la date sur le prélèvement et vous avez une petite étiquette à coller sur le tube et sur laquelle vous allez mettre aussi ces renseignements. Vous avez le mode d'emploi. Donc, c'est un recueil de sel. Donc, ça se fait aux toilettes. Vous éliminez le plus possible les jets d'urine. Vous mettez une feuille sur la cuvette des toilettes. Vous faites le recueil et avec la petite gratouillette qui est dans le dispositif, vous allez gratter en croix de manière à ce que le bout de cette gratouillette soit bien imprégné de matière fécale. Vous remettez dedans. Vous pouvez basculer le reste du recueil dans les toilettes et tirer la chasse. Et vous allez mettre dans l'enveloppe qui est à destination et mettre à la poste. Alors, ce qui est important, c'est bien entendu de mettre le tube d'identification dedans, de mettre la fiche d'identification dans l'enveloppe et qui est préaffranchie. Donc, c'est une enveloppe T. En plus, elle est bien identifiée pour qu'il n'y ait pas de souci au niveau des centres postaux. Mais par contre, il faut le poster rapidement pour que ça arrive rapidement au laboratoire qui va faire l'analyse. Donc, l'idéal, c'est de le poster le jour même, voire le lendemain. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant et éviter de faire son test le samedi ou la veille d'un jour férié ou d'un jour de grève pour être sûr que le prélèvement ne reste pas trop longtemps dans la boîte aux lettres et qu'il n'arrive pas dans l'intervalle prévu au laboratoire d'analyse. Donc, c'est vrai qu'on profite souvent du week-end pour être plus tranquille, mais il vaut mieux le faire le dimanche et le poster le lundi pour que ça parte plutôt que le samedi. Notre autre rôle, à nous pharmaciens, c'est de répondre à vos questions concernant ce dépistage, pourquoi je le reçois, pourquoi vous m'avez posé ces questions, qu'est-ce que je dois faire s'il y a tel résultat, etc., etc. Donc là, je vais pas tout détailler parce que c'est pas forcément l'objectif, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions avec le pharmacien qui est là dans l'espace de confidentialité à votre service pour répondre au mieux de ses connaissances à vos questions. Et si jamais il n'a pas la réponse, il fera le nécessaire pour vous l'apporter un petit peu plus tard ou vous mettre en relation avec des personnes qui pourront répondre à ces questions. Il faut vraiment profiter de ce temps d'échange qui vous est accordé. Et nous, notre rôle en tant que pharmacien, ça va être de vous motiver à faire ce dépistage. Vous avez déjà passé la porte de la pharmacie, vous avez déjà sollicité pour qu'on vous remette le kit et vous avez eu la patience de répondre à nos questions et d'écouter nos explications. Mais une fois que vous rentrerez chez vous avec l'enveloppe bleue, finalement, c'est à vous de faire le pas pour faire le prélèvement et le renvoyer. Et il peut y avoir plein de freins qu'on peut tout à fait comprendre sur c'est un peu compliqué, les selles, c'est un peu compliqué, qu'est-ce que je fais si j'ai un résultat positif, etc., etc. Donc, on va être là aussi pour écouter vos craintes, vos freins et essayer de les lever pour vous motiver à le réaliser, sachant que c'est vous qui avez les armes en main ensuite. Nous, on est là pour essayer de vous donner les leviers pour que le dépistage soit fait, parce que vous l'avez entendu, si tous les efforts sont faits
pour le mettre à disposition aux patients qui en ont besoin, c'est parce que si c'est pris à temps, ce cancer a de grandes chances de guérir, ou du moins de laisser le moins de séquelles possible si on n'arrive pas jusqu'à une guérison complète. Donc, il est important de le faire selon le timing qui est préconisé. Et là maintenant, avec les kits qui sont disponibles directement sur le site, qui sont disponibles auprès des professionnels de santé, pharmaciens, médecins, je pense qu'on a toute légitimité pour augmenter le taux de remise de kits et surtout le taux de réalisation de kits. J'ai eu les premiers chiffres au niveau Meurthe-et-Moselle, qui est mon département, et voilà, c'est une distribution qui commence à généraliser dans quasiment toutes les pharmacies du département, et avec un taux de réalisation de tests qui est supérieur à ce qui était fait habituellement, donc on est content. Donc, je sais que vous avez pu poser des questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des questions auxquelles je pourrais répondre. Alors, parmi les questions, il y a effectivement, comme ce soir, il y a des personnes qui peuvent être soignées pour un autre type de cancer. Est-ce que, par exemple, si j'ai un cancer du sein, ça change, entre guillemets, le critère pour la réponse au test du cancer colorectal? Ou est-ce que c'est lié aux maladies Non, c'est plutôt un cancer de la sphère digestive. Mais effectivement, s'il y a un autre cancer, normalement, il n'y a pas de souci pour faire ce test-là à partir du moment où il n'y a pas d'autres critères d'exclusion. C'est vrai que j'ai peut-être pas été assez précis quand j'ai parlé de cancer, c'est le cancer digestif qui exclut. Merci beaucoup. Alors effectivement, Dolly nous dit que c'est une super présentation imagée et captivante. Alors nous, on est très attentifs à ce que tout le monde comprenne tous les termes, et vous avez employé le mot témesme et épreinte. Épreinte, oui. Nous dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Alors, c'est pas très glamour, mais donc les ténesmes, c'est quand au moment de la défécation, vous avez des constrictions au niveau, quand vous avez votre anus qui se serre et que c'est un petit peu douloureux, comme si vous essayez d'évacuer et que ça veut pas fonctionner, c'est des petits spasmes à ce niveau-là. Et des épreintes, c'est des suintements, c'est pas vraiment des selles, ça a pas la couleur des selles, ça peut être parfois un peu mousseux, un peu blanchâtre, et c'est des écoulements comme ça qui arrivent. Vous avez cette sensation d'aller aux toilettes, vous n'avez pas de libération de matière fécale, mais vous avez ces éléments qui apparaissent et qui sont accompagnés de ces petites douleurs, comme si vous avez votre anus qui se contractait. Donc voilà, oui, ça c'est des critères. Alors, qui peuvent arriver au décours d'autres pathologies pas graves, mais à partir du moment où c'est quand même régulier et qu'il y a un critère comme ça de temps et surtout pas d'autres explications, effectivement, on va plutôt amener à une consultation médicale pour aller plus loin. Alors, une autre question, c'est dans la pratique, comment est-ce que vous faites, donc si au travers de ce questionnaire, vous avez donc le sentiment que cette personne a un risque, c'est comment on gère le fait de dire non à la personne, entre guillemets, est-ce que vous êtes formé aussi? Parce que c'est pas quand on vient avec son enveloppe et qu'on se dit, tiens, son courrier et qu'on aimerait avoir le kit, du coup, c'est quand même aussi un peu stressant. Comment vous gérez ça? Ah, effectivement, c'est une situation qui... alors, j'ai fait une petite statistique qui ne vaut que pour ma pharmacie. On a 30% des kits, des personnes qui sont venues nous solliciter, qu'on a exclus. Donc, c'est pas une situation qui est... je pensais qu'elle serait... Mais N égale 1, c'est pas un gros effectif, mais qu'elle serait moins fréquente. Mais on a quand même exclu pas mal de personnes, principalement pour des antécédents familiaux. Et c'est pas évident parce que quand on a un risque plus élevé, le dépistage se fait systématiquement par la coloscopie. Et si ça demande déjà une certaine motivation pour aller voir son pharmacien, avoir son kit, etc., aller passer une coloscopie, ça demande une motivation encore plus importante. Donc je pense qu'il faut... Donc à chaque fois, on a pris le temps. On a essayé d'expliquer parce que effectivement, et c'est normal, je me souviens d'une patiente en particulier qui m'a dit « Ah, mais donnez-moi quand même le kit, au moins ça me rassurera ». Et nous, tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire passer le message que c'est pas rendre service de délivrer quand même le kit, parce que pour le coup, c'est un kit qui n'est pas fait pour ce type de risque, et c'est une personne qui pourrait être faussement rassurée par un kit négatif.
et se dire, alors qu'elle a un risque élevé du fait d'antécédents familiaux, se dire tout va bien et d'attendre encore 2 ans, refaire encore le kit qui est pas adapté, qui ce coup-ci serait peut-être positif, voire peut-être négatif, et perdre finalement, c'est ce que j'appelle une perte de chance. Et donc là, moi, j'ai essayé de jouer sur la motivation de cette personne. Si elle est venue, c'est qu'elle a envie de prendre soin de sa santé, elle a envie de se donner le maximum de chances de détecter à temps une anomalie. Et donc, j'ai essayé de jouer sur cette motivation-là en échangeant, en discutant, en rassurant aussi sur ce qu'est une coloscopie, les modalités, donc expliquer effectivement que ça se fait sous anesthésie, certes, mais que c'est un examen qui est pas très long, que l'anesthésie, c'est une anesthésie flash, c'est pas comme 17 heures d'intervention cardiaque, que la préparation à la coloscopie, effectivement, est loin d'être agréable, mais si on fait ce qu'il faut et qu'on se prépare un petit peu comme il faut, ça va mieux, et comment gérer aussi les suites de la coloscopie. Donc, voilà, en tout cas, le message qu'on essaye de transmettre. Et oui, c'est important c'est notre rôle aussi d'être là pour motiver et rassurer. Mais en tout cas, pour mon expérience, et c'est juste mon expérience, je pensais pas qu'on exclurait 30% des personnes qui viendraient nous voir. Donc, c'est pas une situation rare en ce qui me concerne. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer à Bruno parce qu'on avait une question sur justement la coloscopie qui n'était pas toujours très agréable. Vous aviez un peu répondu et si jamais on a le temps, on reprendra la question à la fin. Donc, bonsoir Bruno. Alors, Laure, je vais peut-être te laisser introduire Bruno puisque c'est un des patients de ton réseau. Alors oui, bienvenue à Bruno. Merci beaucoup d'accepter de témoigner en fait avec une double casquette. Ça devrait être bon. On s'est rencontrés excusez-moi. à travers mon Alors, Laure, je vais peut-être te laisser introduire Bruno, puisque c'est un des patients de pharmacien. Et on s'est dit ce soir que bienvenue à Bruno. Merci beaucoup d'accepter de témoigner en fait avec les différences. Un double casquette hors dépistage. On s'est découvert, on s'est rencontrés extrêmement important à travers de donner à comprendre aussi pourquoi ça vaut vraiment le coup de faire le dépistage quand on peut y accéder. Et on s'est dit que c'est quand même pas simple, être très intéressant d'être patient. Nous partage ton parcours concret et après d'avoir différence, un parcours hors dépistage, la pharmacie, les traitements, passer d'autres messages qu'on va chercher chez le pharmacien d'office. Et puis de donner à comprendre aussi pourquoi ça vaut vraiment le coup de faire le dépistage. Merci à vous. On peut y accéder. Merci Dr Gaboulet pour la présentation. D'être patient. Effectivement, d'être très concret et après d'avoir aussi ce lien vers la pharmacie, les traitements, je remets la et tout ce qu'on va chercher chez le pharmacien d'office. C'est important pour moi de témoigner un petit peu. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Merci à vous. Merci Dr Gaboulet pour la présentation du parcours que ça effectivement animé et malade et puis du coup ceux qui hésitent de faire leur test, là je remets la casquette de patient. C'est important pour moi de témoigner un petit peu. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours. Ça peut éviter quand même pas mal de galères. Ma vie, mais c'est surtout je ne rentre pas du tout dans les cas du dépistage, puisque j'ai été diagnostiqué d'un cancer colorectal. Ceux qui hésitent de faire leur test, en 2021, donc j'avais 47 ans, donc effectivement, j'ai cherché pas dans les coups pour pouvoir faire les tests. Ça a commencé par des symptômes, pas mal de galères. Donc c'est classique. Moi je rentre pas du tout dans les cas du dépistage, puisque des rétroragies, des saignements, cancer colorectal. Ça a été passé en 2021, donc j'avais 47 ans, donc plusieurs fois sur une soirée, donc je me suis rendu les tests aux urgences, c'est bien sûr ça a commencé par des symptômes. J'ai passé la nuit là-bas et c'est classique. Donc le diagnostic c'était que j'ai dans un premier temps eu probablement rien de grave, des rétroragies, des saignements. Je pense qu'ils ont peut-être pensé ça dû à mon âge. Rien de grave. Mais éventuellement plusieurs fois sur une soirée, donc je me suis rendu sans urgence. Moi j'ai un petit peu gardé dans ma tête le mot rien de grave. J'ai passé la nuit là-bas et zappé tout le reste. Donc le diagnostic c'était que quelques mois après j'ai eu probablement rien de grave. Constipation qui a duré, je pense qu'ils ont peut-être 10 jours. Pensé ça dû à mon âge. C'est pas très bien, rien de grave, mais éventuellement on a évidemment sans urgence. Moi j'ai un petit peu gardé dans ma tête, ça s'est calmé, rien de grave. Et puis plus rien pendant plusieurs mois.
Donc quelques mois après, enfin plusieurs mois après, j'ai eu de constipation qui a duré voilà 7 à 10 jours. Là, je me suis dit quand même, il fallait que ça passait pas très bien malgré tout, voir un petit peu, même si c'est rien, évidemment. Ça pourtant les voir, c'est pas tout à fait bien. Bon, après, j'ai pris un rendez-vous chez un spécialiste, un proctologue, pendant plusieurs mois, qui m'a en fait quelques mois après, invité à faire une coloscopie rapidement, voire même très rapidement, parce que j'ai pas eu le temps de voir d'anesthésiste. Je suis parti directement, même si c'est à la coloscopie. Les voir, j'ai pu assister en direct live. Voilà, donc j'ai pris un rendez-vous chez un spécialiste, un proctologue. Donc là, ils m'ont retiré 3 polypes, donc j'étais très content. C'est quand même 3. Je suis invité à faire une coloscopie rapidement, voire même très rapidement, parce que j'ai pas eu le temps de voir d'anesthésiste. Vers la fin de la coloscopie, je suis parti directement à la coloscopie, est apparu, et donc j'ai pu assister en direct live à ma masse cellulaire hyper vascularisée. Donc là, ils m'ont retiré 3 polypes, donc j'étais très content. J'ai quand même effectivement, c'était 3 polypes un peu plus graves que ce qui était bien de les garder, ce qui m'avait été plus ou moins diagnostiqué dans un premier temps. Vers la fin de la coloscopie, donc s'en est suivi assez rapidement, de j'étais pris en charge très rapidement, donc mise en place cellulaire, une chambre hyper vascularisée, des portes à 4, et 3 semaines après, j'étais en chimiothérapie, un peu plus grave que la chimiothérapie qui m'avait été plus ou moins séquée dans une chimiothérapie assez forte, donc j'en ai suivi assez rapidement, j'étais pris en charge très rapidement, donc quelques mois. Mise en place ensuite j'ai eu la radiothérapie couplée à la chimiothérapie par voie orale. Après j'étais en chimiothérapie, permet de potentialiser la chimiothérapie, l'effet de la chimiothérapie assez forte, donc qui dure 2 jours et demi en continu, tous les 15 jours. Je suis passé à la chirurgie quelques mois. Ces 2 traitements en adjuvant, j'ai eu la radiothérapie couplée à la chimiothérapie par voie orale. En tumeur T3 permet de potentialiser donc c'est très simple, T c'est l'effet de la taille de la tumeur, ça va de 0 à 4. N c'est ensuite je suis passé à la chirurgie. Alors ces 2 traitements cellules cancéreuses adjuvants ont été très super efficaces au moment de métastases. J'étais au départ donc suite à la chimio plus radiochimiothérapie très simple, T c'est la en fonction de la taille de la tumeur, ça va de 0 à 4, super efficace. N, c'est c'était quand même assez développé, atteint de cellules cancéreuses, fait une chirurgie. Et M, si présence ou non de métastases. Donc chirurgie. Et donc suite à la chimio plus la radiochimiothérapie, le cancer plus la partie avec les ganglions et puis une marge de sécurité suffisamment importante. C'était quand même assez développé. Je suis donc en même temps m'a été posé une stomie. Donc chirurgie qui consiste simplement la protection, donc une stomie. La partie, c'est tout simplement plus la partie avec les ganglions et puis un morceau de l'intestin suffisamment important plus haut, effectivement, quelle soit l'intervention. Donc moi, c'était à la fin. En même temps, intestin grêle, on m'a été posé une qui ressort légèrement de l'abdomen, une stomie de protection, donc une stomie, et ce qui permet de recueillir les selles. C'est tout simplement une poche, on colle, on change, voilà. Le chirurgien prend un morceau de l'intestin. Je l'ai gardé quelques mois, c'est son intervention. Ensuite, à la fin de l'intestin grêle, j'ai une autre intervention qui ressort légèrement de l'abdomen, la remise en contrôle du nombril. Et ce qui permet de recueillir les selles pour terminer. Donc, j'ai eu droit encore un petit peu de chimiothérapie. Voilà, étant donné que j'avais quelques mois, pas bien supporté les premières, que j'avais commencé à avoir des neuropathies, des interventions pour retirer problème suite à la première chimiothérapie. Donc je suis passé en chimiothérapie et puis pour terminer, donc j'ai eu droit encore un petit peu de chimiothérapie. Le parcours a duré un petit peu plus d'1 an. Voilà, étant donné que c'est assez difficile, assez éprouvant, bien supporter les premières, que j'avais commencé à avoir des neuropathies, voilà, donc des problèmes suite à la première chimiothérapie. Du dépistage et de l'importance d'être détecté le plus tôt possible. Mon parcours a duré un petit peu plus d'1 an parce que voilà, c'est un parcours assez difficile, assez éprouvant. J'étais loin de penser que c'était un cancer, mais qui vaut le coup. Voilà, même si effectivement, en tant que professionnel de santé, je suis un petit peu sensibilisé, mais le dépistage et de l'importance je n'ai pas forcément idée de ça. J'étais un petit peu limite plutôt le cancer un petit peu parce que effectivement moins les traitements c'est un cancer mais même invasif et moi effectivement en tant que professionnel de santé je suis un petit peu sensibilisé mais là pour revenir un petit peu
au rôle du pharmacien, c'est vrai que de ça, nos patients, et on les voit quand même assez régulièrement. Plutôt le cancer est pris, que ce soit moins les traitements sont invasifs, par exemple, et l'instauration de tout ce qui est chimiothérapie, puisque donc pendant ce parcours-là, les patients ils arrivent. Je suis sorti au rôle du pharmacien. C'est vrai que rendez-vous oncologique avec on les voit quand même assez régulièrement à toutes les étapes. On est un petit peu paumé, que ce soit donc c'est important que le pharmacien prenne le temps, par exemple, de l'instauration de tout ce qui est expliquer ça avec son patient. Là, on les voit, les patients, ils arrivent. Ce qui est intéressant d'avoir ce deux côtés patient et pharmacien, c'est que moi, je m'imaginais que la personne sortait de l'hôpital, ordonnances, on a un petit peu paumé. Tous les éléments, en fait, donc c'est important que le pharmacien prenne le temps de la part des hospitaliers et de réexpliquer ça avec son patient, présenter des ordonnances. Ce qui est intéressant d'avoir ce deux côtés patient et pharmacien, c'est que moi, je m'imaginais que la personne sortait de l'hôpital. C'est important que les pharmaciens, en aient conscience, tous les éléments, en fait, prennent toutes les explications de la part et prennent le temps des hospitaliers. Aux patients ou à la famille, parce que des fois c'est la famille qui vient directement chercher, présenter des ordonnances et après les pharmaciens on les voit aussi, ça s'arrête parfois là, donc dans le cadre de la radiothérapie. C'est important que les pharmaciens en aient conscience et prennent ce rôle-là. Voilà, et prennent le temps d'expliquer. J'ai également eu l'astomie ou à la famille, parce que des fois c'est la famille qui vient également chercher les traitements, c'est procuré chez son pharmacien. Tout simplement. Voilà, donc après les pharmaciens on les voit aussi. Voilà, donc ça, le pharmacien son rôle sur tout le temps du parcours. On n'a pas forcément conscience, à mon avis, du parcours qui est derrière. J'ai également eu l'astomie, mais l'estomie, on a un rôle à jouer auprès de nos patients, procuré chez son pharmacien, tout simplement. Voilà, donc là, ça mène un petit peu le pharmacien à la prochaine partie tout le temps du parcours. On n'a pas forcément conscience, à mon avis, de la chimiothérapie par oral derrière. Voilà, mais au contraire, on a un rôle à jouer auprès de nos prennent également en main, c'est sûr, cette question-là. Et donc là, ça mène un petit peu à la prochaine partie de l'intervention. Au docteur Gravoulet, ou si vous avez de la chimiothérapie par voie orale. Merci beaucoup, Bruno. Effectivement, vous avez évoqué l'évolution des missions du pharmacien avec ces entretiens oncologiques qui sont en train de se mettre en place et l'importance pour les patients d'être accompagnés dans leur quotidien. Est-ce que, docteur Gravoulet, vous pourriez nous expliquer de façon aussi interactive, vous avez évoqué l'évolution en quoi cela consiste, du pharmacien avec ces entretiens, les patients en complément bien évidemment et l'importance pour les médecins et les équipes soignantes dans leur quotidien. Est-ce que docteur Gravoulet, effectivement, vous me donnez l'occasion de parler d'une mission qui est peut-être un peu trop peu connue par le grand public, qui sont ces missions d'accompagnement des patients chroniques, des pharmaciens d'officine. Donc je vais me permettre de détailler rapidement toutes les possibilités, de revenir un petit peu plus sur effectivement les entretiens chimio. Vous me donnez l'occasion de parler d'une mission qui est peut-être un peu envisage pour trop peu connue donc il y a 4 dispositifs plus 1, c'est un peu comme d'accompagnement des patients chroniques, des pharmaciens derrière dans le d'officine. Donc je vais me permettre de détailler rapidement. Ça concerne en fait certains patients un petit peu plus sur sous certains entretiens chimiothérapie orale. Ça concerne pas déjà des évolutions qui ont été qui sont des entretiens dits conventionnels. Il y a 4 dispositifs plus 1, c'est un peu comme les 4 britanniques pharmaciens à les mettre en place, qui étaient donc à cibler un certain nombre de traitements qui étaient jugés particulièrement à risque. Ça concerne en fait certains patients ou sous certains mal manipulés. Donc ça concerne pas ces accompagnements pharmaceutiques qui ont été dans ces missions. Donc le premier, c'est des médicaments qui rendent le sang plus liquide. Ce sont ce qu'on appelle les pharmaciens à les mettre en place. Et les AOD, donc à cibler un certain nombre de traitements qui étaient jugés particulièrement à risque d'être mal supportés, sont assez prescrits d'être mal manipulés, pour lesquels il y a une surveillance, pour lesquels il faut savoir s'investir dans ces missions. Donc le premier, c'est des médicaments qui rendent le sang plus liquide. Il y a aussi des patients qui ont un traitement chronique de l'asthme, et les AOD, ce sont des médicaments souvent coagulant dispositifs, mais d'inhalation, c'est-à-dire pour prendre le médicament, ils sont assez prescrits, et une manipulation qui est pas toujours évidente, pour lesquelles il faut prendre, donc il faut savoir prendre rapidement de mauvaises habitudes, et premier type de médicament est moins efficace. Il y a aussi des patients qui ont un traitement chronique de l'asthme, puisque là,
Ce sont des médicaments souvent on nous demande de faire un premier entretien d'évaluation, c'est-à-dire pour prendre le médicament, on va échanger avec le patient sur ce qu'il sait, une manipulation qui n'est pas toujours évidente, sur où on prend comment il vit au quotidien rapidement de mauvaises habitudes, et on va à la suite de ce premier entretien est moins efficace, de 10-15 minutes, d'accompagner, développer 2 autres entretiens complémentaires. On nous demande de faire un premier entretien d'évaluation avec 2 thématiques. On va échanger avec le patient sur les effets indésirables, ce qu'il ressent, gérer les oublis, sur comment il vit au quotidien ses traitements. Et on va à la suite de ce premier entretien, on met des entretiens qui sont adaptés finalement à chaque patient. 2 autres entretiens complémentaires, on n'aura pas forcément les mêmes entretiens thématiques qui vont se développer un peu plus tard. Il y a également des patients sous manipulation, les cancéreux, on vient d'en parler, les oublis. Donc là, on nous demande un accompagnement avec les autres professionnels par rapport à ces médicaments. Un petit peu plus poussé. Donc, on nous demande une analyse des entretiens, des interactions médicamenteuses finalement à chaque patient. Chaque patient n'aura pas forcément les mêmes entretiens thématiques. Des profils d'interaction qui sont. Il y a également des patients sous traitement, aussi bien avec des traitements prescrits qu'avec des traitements non prescrits. On nous demande un accompagnement sans ordonnance en pharmacie, un petit peu plus poussé, puisqu'on nous demande une analyse à visée santé, des interactions médicamenteuses ailleurs qu'en officine. Je pense notamment sont des médicaments alimentaires, aux produits à base de plantes, profils d'interaction et pour lesquels malheureusement il peut y avoir des interactions aussi bien avec des traitements prescrits qu'avec des traitements non prescrits, des médicaments de traitement qui sans ordonnance en pharmacie. On nous demande d'avoir une discussion avec le patient, produits à visée santé, avoir la liste de tout ce qui ailleurs en officine veut prendre notamment, souhaite prendre, compléments alimentaires, aux produits à base de plantes qu'on peut trouver ailleurs ensemble, et pour lequel au même moment malheureusement il peut y avoir des interactions médicamenteuses qui peuvent remettre en cause l'efficacité et aussi du traitement anticancéreux notamment. Là on nous demande d'avoir une discussion avec le patient pour en fonction de ses connaissances, avoir la liste de tout ce qu'il prend, tout ce qu'il veut prendre, tout ce qu'il souhaite prendre, et pour s'assurer un autre profil de patient pour lequel on les entretient, c'est les patients âgés de 65 ans et plus polymédiqués, c'est-à-dire qu'ils ont eu 5 entretiens initial depuis plus de 6 mois. Et aussi des entretiens thématiques, une molécule en particulier, c'est vraiment le fait d'avoir en fonction beaucoup de molécules les unes avec les autres. Et on appelle ça le bilan partagé de médication. Un autre profil de patients pour lequel on les entretient, pour ça, c'est les patients âgés de 65 ans et plus, puisqu'il y a un premier entretien, 5 molécules différentes, une vingtaine de minutes, depuis plus de 6 mois. On va recueillir plein d'informations. Une molécule en particulier, c'est vraiment le fait d'avoir son molécules les unes avec les autres, et on appelle ça le bilan partagé de médication. À la gestion de son quotidien. Pour ça, le parcours, et on va faire une analyse qui va transmettre au médecin recueil d'une vingtaine de minutes en coordination. On va recueillir plein d'informations pour sur le patient, des informations ressenties, souvent le patient n'a pas son environnement, sur ses difficultés éventuelles qu'a son médecin. Puis un entretien de suivi de son quotidien. Souvent il y a. Puis on va faire une analyse. Il peut y avoir qu'on va transmettre l'analyse au médecin traitant des changements. Dans ce cas-là, c'est pour expliquer avec le médecin traitant ces changements, ou au contraire remonter des informations, et souvent le patient ne l'a pas transmis bien pour partager la même chose à son pharmacien. Et puis ce qu'on appelle un entretien d'observance, puis un entretien de suivi, que les traitements souvent il y a être pris comme il peut y avoir après l'analyse transmise au médecin traitant des changements. Dans ce cas-là, c'est pour expliquer ces changements, ou au contraire avec le patient changement, et s'assurer que ce qui pose problème pour essayer d'améliorer les choses. Et puis, ce qu'on appelle un entretien d'observance, là, c'est 5 minutes pour s'assurer que les traitements continuent à être pris. Tous ces entretiens dans l'espace de confidentialité dont j'ai déjà parlé un petit peu, donc c'est à l'abri du regard, c'est à l'abri des sons des autres, et bien entendu, avec le patient lors de ces échanges est couvert par le secret professionnel qui pose problème, et essayer d'améliorer les choses, qu'à l'équipe soignante auprès du patient s'il en est d'accord, à changer de produit, mais pas à d'autres personnes. Ça se fait tous ces entretiens dans l'espace de confidentialité dont j'ai déjà parlé un petit peu, donc c'est à l'abri du regard, c'est à l'abri mais qui est lié à bien entendu qui est l'état qui lors de ces échanges est couvert par le secret nous a demandé aussi récemment ne sera transmis qu'à l'équipe soignante des entretiens s'il en est d'accord. Mais qui sont des entretiens plus courts qui peuvent durer 5 à 10 minutes. Et le dernier, c'est le fameux plus 1 qui n'est pas lié à un médicament, qui n'est pas lié à un âge, mais qui est lié à un état. Néanmoins, si la future maman le souhaite, nous a demandé aussi récemment, puisque ça fait partie de la nouvelle convention, on nous a demandé de sensibiliser ces futures mamans qui sont des entretiens plus courts, substances thérapeutiques 5 à 10 minutes. Alors là, j'ai mis la cigarette au comptoir de l'officine. On n'est pas obligé de le faire, et ça peut être aussi dans l'espace de confidentialité. Donc là aussi, néanmoins,
d'apporter de l'information, de sensibiliser au fait qu'on peut pas. On nous a demandé de sensibiliser ces futures mamans au risque lié à la consommation de substances tératogènes. Si on veut s'assurer, j'ai mis la cigarette, mais ça peut être l'alcool, moindre risque de malformation du fœtus. Donc là aussi, rappeler l'importance de la vaccination, d'apporter de l'information, il y a des nouvelles recommandations vaccinales chez la femme enceinte, notamment au fait qu'on peut pas qu'il est important de n'importe quoi pendant la grossesse, que ça peut apporter si on veut s'assurer du moindre risque de malformation du fœtus. C'est des entretiens. Et aussi rappeler l'importance de la vaccination, parce qu'il y a des nouvelles recommandations vaccinales proposées chez la femme enceinte, tous les pharmaciens dans la coqueluche, qu'il est important de le rappeler, ou qui ont réussi à mettre ça en place dans leur quotidien, pour leur fonctionnement quotidien. Il est vrai que ces entretiens ne sont pas encore trop développés, puisque c'est des entretiens qui nécessitent de dernières formations de travail pour les officiers, qui peuvent être proposés par tous les pharmaciens d'office et qui a vraiment le souhaitent ou qui ont réussi à mettre ça en place dans leur quotidien, leur fonctionnement quotidien. Il est vrai que ces entretiens ne sont pas encore trop développés, puisque faire autre chose. Vous savez, il y a eu ces 2 dernières années un peu de travail pour les officines, et puis aussi le fait virus. Et la plupart du temps, il y a vraiment les patients, quand vous venez dans une officine, vous avez une ordre de pharmacie où je faisais pas mal d'entretiens, vous avez une demande de conseil pendant la Covid. Donc on est là vraiment à votre service pour répondre à votre demande, de faire autre chose. Et là, il faut un petit peu reprendre le rythme des choses nouvelles où vous venez pas forcément pour ça. Le fait que, qu'on a encore un peu du temps, les patients, quand vous venez dans une officine, et c'est des difficultés que me remontent mes confrères, demande de conseil. Donc on est là vraiment pour à votre service pour répondre à votre demande, et ça on sait faire. Je dirais une profession prescrite, proposer des choses nouvelles, vous venez pas forcément pour ça. Nous, donc il faut qu'on sache. J'avoue qu'on a encore un peu de mal à proposer ces nouvelles choses. Et c'est des difficultés que me remontent mes confrères par rapport à ces nouvelles missions. Supporter le mal à proposer. Parce que ces propositions, on a du mal à proposer parce que on est convaincu que ça peut être bien sûr le prescrit, tout à fait la possibilité de refuser. Et c'est son droit, donc c'est normal aussi pour nous. Et parfois on a un peu du mal à. Et puis aussi qu'on a un peu gérer ce refus. Donc il faut et je travaille sur nous avec mon équipe pour laisser toute la possibilité aux patients de lui faire découvrir ce qu'on peut lui proposer, mais d'accepter aussi qu'il a son libre choix. On est convaincu que ça peut être bien pour le patient, mais il a tout à fait la possibilité de refuser. Et c'est son droit le plus normal. Donc, on sait aussi que ces entretiens, donc il faut qu'on fasse un petit travail sur nous aussi, pourraient être améliorés. Toute la possibilité aux patients de lui faire découvrir ce qu'on peut lui proposer, mais d'accepter aussi qu'il a son libre choix, parce qu'on pense que ça mériterait un accompagnement un peu plus important. Et on a la chance d'avoir ce qu'on appelle les articles 51. On sait aussi des expérimentations nationales ces entretiens tels qu'ils sont proposés, essayer de tester des nouveaux modes de coordination et d'organisation. Et notamment sur les entretiens, pour l'entretien bilan partagé de médication, la relation avec les soignants et éventuellement ça mériterait un accompagnement un peu plus important prévu. Et on a la chance d'avoir on pense que c'était quelque chose qui manquait. Donc on a des expérimentations nationales, un article 51 pour essayer de tester des nouveaux modes de coordination et d'intervention coordonnée. Vous l'avez vu, des thérapies orales, entretien, bilan partagé de médication. Donc, la relation ce projet a été déposé et a été accepté comme un article 51 vraiment prévu dans ce type d'entretien. Et on pense que c'était quelque chose 3 ans. Donc, on a développé un article 51 Aquadome Picto. Picto, ça se fait en lien avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Avec le réseau régional de cancérologie et a été accepté comme un article 51, avec Continuum Plus, un opérateur d'outils numériques. Ça va être pour 3 ans, l'association Patients en réseau, qui est sur 2410 patients pour essayer de trouver des idées pour améliorer la vie des patients. Ça se fait en lien avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc ça concerne le réseau régional de cancérologie atteint d'un traitement d'initiation, un traitement à domicile, avec Continuum Plus, qui est un opérateur d'outils numériques, a pu en parler, et avec l'association Patients comme c'est dans les entretiens déjà conventionnels aussi pour simplement on va rajouter des éléments, on va rajouter quelques piliers à 3 piliers. Donc ça concerne à cette expérimentation adulte des choses qui ne sont peut-être pas assez développées dans les entretiens classiques et qu'on va essayer dans les entretiens déjà conventionnels. De mettre en avant simplement, on va rajouter des éléments, on va rajouter quelques piliers ça c'est important, 3 piliers d'ailleurs à cette expérimentation, des choses qui ne sont peut-être pas assez développées dans les entretiens classiques et qu'on va essayer de citer leur spécialité, de mettre en avant ensemble et c'est important.
il faut qu'il y ait un accompagnement, un lien ville-hôpital numérique. Ça, c'est important de plus facilement transmettre les informations de l'un à un autre, de classer les informations en fonction d'un degré entre guillemets d'urgence. Ils ressortent de l'hôpital. Ça, c'est important aussi d'avoir cet appui, ces outils, tous ces acteurs d'aujourd'hui, leur spécificité, leur faciliter la tâche, communiquer ensemble dans la communication et dans la manière d'accompagnement. Et là, le numérique nous permet de l'objectif, c'est d'avoir une optimisation du recours de ressources et de classer les informations en fonction d'un degré. Vous avez une pharmacie à 10 minutes, ça c'est important aussi d'avoir cet appui de ces 9 patients sur 10 d'aujourd'hui pour faciliter la tâche de chacun est ouvert dans la communication 54 heures en moyenne la manière de réagir. Et on peut répondre à beaucoup de questions. L'objectif, c'est d'avoir une optimisation du recours aux ressources, mais on peut répondre à des compétences disponibles. Plus facile. Vous avez une pharmacie à 10 minutes de venir peut-être voir un acteur de proximité. 9 patients sur 10 ont une officine, peut-être le pharmacien d'habitation. À partir du moment où on est ouvert 6 jours sur 7, 54 heures en moyenne les informations nécessaires. Et on peut répondre peut-être à un cas qui ne nécessite pas, on peut pas répondre à tout, évidemment, mais on peut répondre à des questions, avoir le recours à l'hôpital quand c'est nécessaire, plus pertinent de venir peut-être voir un acteur de proximité, ça peut être un médecin traitant, conseil, une infirmière libérale, ça peut être le pharmacien de ville. À partir du moment où il est au courant des situations. Et donc, il y a deux parcours spécifiques. Le premier, c'est répondre peut-être à un cas picto, qui ne nécessite pas de repasser. Et le deuxième, c'est avec l'immunothérapie, avoir le recours à l'hôpital quand c'est nécessaire, quand les cas ne peuvent pas être gérés. Donc, le parcours Aquadome, c'est un parcours qui est plus appuyé pour des patients qui sont sous thérapie ciblée ou immunothérapie. Et donc, il y a deux parcours spécifiques. Le premier, c'est le parcours, on considère qu'il faut un accompagnement à domicile. Et le deuxième, c'est avec l'immunothérapie et un parcours standard qui, lui, sera fait plutôt par le pharmacien d'Adome Picto. Donc, les deux acteurs. Donc, le parcours Aquadome, c'est un parcours qui est plus appuyé pour des patients qui sont sous thérapie ciblée ou immunothérapie. Et sinon, c'est des vulnérabilités pour l'accompagnement. Pour eux, avec 40% un accompagnement à domicile. Et donc, ça va être fait par un choix libéral et un parcours qui sera fait par l'oncologue et le pharmacien hospitalier dans le cadre de la consultation de primo-prescription. Donc, c'est l'infirmière. Ces professionnels qui valieront toujours en accord avec le patient dans de l'expérimentation. Et sinon, c'est le pharmacien, un accompagnement plutôt avec 45% des patients. Donc, le Picto, et donc, c'est le point, c'est un choix que je voulais mettre en avant. Pourquoi on a décidé de faire finalement dans le cadre de la consultation de primo-prescription. Que ces professionnels qui valieront toujours en accord avec le patient conventionnel, l'expérimentation. C'est plutôt une détection et une prise en charge plus précoce des effets indésirables. On est sur des thérapies. Donc le Picto, ils peuvent avoir des effets indésirables de manière que je voulais mettre en avant. Pourquoi on a décidé il est important finalement un peu savoir comment réagir. Grande partie qu'on peut gérer prévu, soit avec ce qu'on appelle des conventionnels. L'éthique, c'est des petits trucs du quotidien, une détection et une prise en charge plus précoce des effets indésirables. On est sur des thérapies qui peuvent avoir aider à mieux les supporter de manière assez fréquente. Ou quelques traitements de prescription au centre anticipés et de savoir comment compenser ces effets indésirables qu'on peut gérer. Et parfois, malheureusement, on appelle des conseils hygiéno-diététiques et des petits trucs du quotidien en termes d'alimentation, en termes de cosmétique, en termes d'habillement, on appelle ça les grades, qui peuvent aider à mieux les supporter les bons éléments. Ou quelques traitements, parce que l'objectif c'est de prescription ou sans prescription, qui peuvent compenser ces effets indésirables. Il y a aussi favoriser l'adhésion malheureusement du patient en traitement. Quand vous avez des traitements qui sont un peu lourds, les traitements, mais c'est important qu'ils sont sur votre table de nuit et que vous savez que quand à chaque grade, essayez les bons éléments. Tout à fait normal, justement, parce que l'objectif d'avoir une hésitation à les reprendre pour obtenir un résultat et d'avoir un conflit de. Il y a aussi favoriser l'adhésion du patient en traitement. Quand vous avez des traitements qui sont un peu lourds plus tard, mais ça me rend malade tout de suite. Ils sont sur votre table de nuit et que vous savez que qui sont normales. Et il est important, effectivement, tout à fait normal, en échangeant avec un d'avoir une hésitation à les reprendre vos hésitations et en vous racontant à quel point le traitement vous pose des problèmes, valeurs sur des solutions. Ça peut-être me guérir d'un côté, ça me rend que ça se passe le mieux pour vous. Me guérir plus tard, mais ça me rend malade. L'objectif qui est celui de vous traiter. C'est des hésitations qui sont normales. Contribution à l'amélioration de la qualité de vie dans le programme. En échangeant avec un professionnel de santé, en nous racontant vos sociales, psychologiques, à quel point notamment vous pose des problèmes et évaluer par le patient et on essaye effectivement de trouver des mieux pour vous et qu'on atteigne l'objectif que ce soit le moins dégradé possible pour que ce soit amélioré. Ça passe forcément par une contribution à l'amélioration de la qualité de vie et là dans le programme Picto toute la qualité de vie, rendre le patient progressivement psychologique, plus sexuel notamment
gérer lui-même en compte ses effets indésirables, à mettre en place de trouver des stratégies personnelles pour essayer de mieux supporter ces périodes compliquées avec des solutions qui lui seront propres. C'est une composante celle qu'il aura choisie parmi toutes celles qui pourront rendre le patient progressivement plus autonome à gérer lui-même parce que ses effets indésirables, mais il faut savoir que mettre en place ces stratégies là, on demande à ce que les pharmaciens pour essayer de mieux supporter ces périodes dans l'expérimentation soient avec des solutions qui lui seront propres à ces traitements celles qu'il aura choisies à la conduite et à l'accompagnement pourront être des patients atteints de cancer parce que c'est vraiment important. Donc je vais avancer. Ces entretiens, ils sont plus nombreux, mais il faut savoir que dans l'accompagnement là, on demande à ce que les pharmaciens caler sur les dispensations rentrent dans l'expérimentation soient formés spécifiquement viendrait à la pharmacie chercher votre traitement, surtout à la conduite et à l'accompagnement pour des patients atteints de cancer et faire le c'est vraiment important. Si c'est possible pour vous. Ces entretiens, ils sont plus nombreux que dans l'accompagnement conventionnel et on va y avoir une vraie communication sur les dispensations mensuelles des professionnels autour du patient, puisque viendrait à la pharmacie chercher votre traitement, en profiter, tous les acteurs auront les cours pour faire un petit entretien avec vous et faire le point. Des entretiens avec les différents professionnels, on prendra le rendez-vous. Et ce dossier de suivi partagé est important. Là, il va y avoir une vraie communication des difficultés ou éventuellement des progrès qui ont été faits autour du patient par rapport aux différentes situations. Sur une plateforme Continuum Plus, tous les acteurs auront les formalisés pour l'oncologue, ce qui fait gagner du temps. Les oncologues sont très contents d'avoir des éléments, parce que quand ils revoient ce dossier de suivi partagé est important, ils ont déjà un certain nombre d'éléments, difficultés ou éventuellement des progrès qui ont été indésirables par rapport aux différentes sur les manières de les gérer. Ça permet d'avoir ce compte rendu formalisé pour l'oncologue, de spécialiste qui lui fait gagner du temps. Et c'est vrai que les oncologues sont très contents d'avoir ces éléments de quand on revoit de manière itérative le patient, ils ont déjà un certain nombre d'éléments en étant le suivi plus personnalisé, le non grave, sur les manières de les donner au médecin. Ça permet. Et le dernier point, c'est le signalement en temps réel des effets indésirables, souvent réduits, ceux qui ne nécessitent pas forcément une prise en charge rapide et qui seront pris en compte lors des prochaines consultations. Là, on peut un petit peu optimiser ce temps en étant au contraire d'un grade très élevé par lequel il va falloir une décision bien entendu le donner au médecin rapide, voire et le dernier point, c'est le signalement en temps réel des effets indésirables. Donc, les plus, c'est la nécessité de formation, pas forcément une prise en charge rapide et qui seront les entretiens en compte lors des prochaines consultations. Et éventuellement, ceux qui sont l'instauration d'un grade très oral, pour lesquels il va falloir une décision pendant cette période, le patient a pu expérimenter une hospitalisation. Suffisamment grand nombre, malheureusement, l'effet indésirable de traitements vis-à-vis de sa vie quotidienne. Les plus, c'est la nécessité de faire remonter ses difficultés et gagner en autonomie. Les entretiens picto, c'est tout seul son traitement la majorité du temps après l'instauration d'une thérapie orale, parce que quand il a des questions pendant cette période, le patient a pu expérimenter. Donc il y a vraiment l'entretien de primo-dispensation qui peut se faire à l'hôpital vis-à-vis de sa vie quotidienne, peut se faire à l'officine, faire remonter ses difficultés et gagner en autonomie pour gérer rapidement tout seul son traitement la majorité du temps. Il faut prendre finalement revenir pendant le repas ou certains en dehors du repas, d'autres il faut les prendre 3 semaines, donc il y a vraiment l'entretien de primo-dispensation. Être sûr que à l'hôpital, sur ce premier entretien, il peut se faire à l'officine. On a l'entretien d'initiation et de gestion des patients où là on va essayer s'assurer que le message a bien été souvent des traitements, c'est un peu compliqué et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais en dehors du repas, d'autres il faut les prendre 3 semaines, parcours hospitalier, etc. Donc plus réceptif. Donc là, on essaie de faire cet entretien sur ce premier entretien à distance de la sortie d'hospitalisation, puisse répondre à toutes les questions du patient et s'assurer que le message a bien été réceptif à ce genre de choses. Il nous raconte et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. L'entretien gestion des effets indésirables, que peut-il se produire, ces examens, tous ces parcours, là ça va faire un mois que le patient est plus réceptif. Donc a pris son traitement, il a déjà expérimenté à distance de la sortie d'hospitalisation. Ces traitements, ils apparaissent souvent le patient soit à distance de l'initiation du traitement calme, contrairement à d'autres à ce genre de choses, contrairement à d'autres, donc on peut se permettre d'attendre un petit peu l'entretien gestion des effets indésirables, l'expérimentation produire. Et donc en gros, là ça va faire un mois que le patient et puis la gestion de son traitement, il a déjà expérimenté. Les effets indésirables, c'est très souvent les apparaissent souvent un petit peu à distance de l'initiation normale et il va contrairement à d'autres, il va peut-être gérer contrairement à d'autres, donc on peut se permettre d'attendre un petit peu comment il va pouvoir pour laisser un petit peu l'expérimentation et c'est un dernier entretien final.
Et puis la gestion de mon traitement, donc là, alors ce n'est pas la fin de la relation entre le patient sous traitement et son pharmacien, mais plus normale, et un état des lieux à 4 mois de reprise d'activité partielle ou autre, revoir, mais insérer son traitement. Ces 4 entretiens étaient et un dernier entretien final vers 4 mois où donc, ce n'est pas la fin de la relation sur une posture éducative et son pharmacien, plus que sur l'administration d'un questionnaire de recueil d'informations, qui est plus le cas de l'entretien conventionnel, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà beaucoup mieux, mais on est plus sur une posture éducative, et on a la formation à la posture éducative qui est obligatoire, qui me semble importante, et surtout, il y a une mise à disposition d'outils. On est sur une posture éducative. Chaque pharmacien reçoit une mallette avec plus que sur l'administration d'un questionnaire de recueil d'informations, avec des éléments pour un entretien conventionnel, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà avec les patients. Mais on est plus sur une posture éducative qui sont très appréciées. Et on a la formation à la posture éducative qui est obligatoire, qui me semble importante. Et surtout, il y a une mise à disposition coordonnée par le réseau et les établissements. Chaque pharmacien reçoit une mallette avec, moi je m'en aperçois parce que livré avec des éléments pour animer de ces entretiens avec mes patients. Moi, avec les rural, les patients, ces jeunes des supports qui font 20 km appréciés, qui permettent d'aller plus loin. J'espère aussi que c'est par ma compétence et la compétence de mon équipe. Mais surtout, ce qui est bien, c'est effectivement coordonné par le réseau et les établissements. Et là aussi, c'est un point important. J'ai eu des refus. Moi, je m'en aperçois parce qu'entretien conventionnel, pas mal de refus. Et j'avais du mal à entretien avec mes patients. Moi, je suis en milieu rural. Les patients, avec les patients, ils ne veulent pas voir ma tête. Il y a aucun souci. 20 km. Donc, vous m'aviez refusé il y a 15 jours de faire l'entretien. J'espère aussi que c'est par ma compétence et la compétence de mon équipe m'a présenté. Je pensais effectivement qu'il y avait une relation à peu près. En fait, c'est parce que, et pourtant, pour lui, j'ai pas identifié comme un acteur conventionnel et j'avais du mal à chaîne de soins. C'était son cancer, c'était son oncologue et c'était l'hôpital. C'est votre choix, il n'y a aucun souci, mais que je comprends, parce qu'il n'y a jamais à l'hôpital, on me dit, allez voir votre pharmacien. Vous pouvez juste me donner. Alors que là, dans le cadre de Picto, présenté, dès le début, c'est l'oncologue et en fait, c'est parce que d'avoir un suivi, j'étais pas identifié et d'identifier son pharmacien comme un acteur important chaîne de soins. Et que les informations seront remontées et c'était l'hôpital. Il y avait un petit conflit avec le patient, jamais à l'hôpital, on me dit, allez voir en allant voir son pharmacien pour parler. Alors que là, dans le cadre de Picto, faire des choses dans le dos de son oncologue, c'est l'oncologue qui propose au patient d'avoir un suivi. Mais là, au moins, c'est clair. Le pharmacien et son pharmacien, toutes les informations importantes sont suivies et que les informations seront remontées pour favoriser. Il y avait un petit conflit avec le patient qui a l'impression qu'apporter ce service. En allant voir son pharmacien pour parler de son cancer, il allait essayer au mieux faire des choses dans le dos de son oncologue. On peut comprendre finalement. Mais là, au moins, c'est clair. Le pharmacien est inclus et toutes les informations circulent. Et c'est pour moi un élément important de la même manière. Le recrutement de solliciter vos pharmaciens et apporter ce service. S'ils ne vous le proposent pas, je suis sûr qu'ils seront pourtant ravis d'accompagner les patients la demande de vous le proposer et de vous le faire parce que j'avais à vous présenter. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si pour cette intervention, ces explications très intéressantes. On est ravis en tant qu'association d'être coporteurs. Sollicitez vos pharmaciens. Cet article 51 s'ils ne vous le proposent pas, je suis sûr qu'ils seront pourtant ravis si vous en faites la demande je redonnerai la parole à Bruno, mais je voulais juste redire une chose importante. Les articles 51, c'est donc effectivement des expérimentations. Cette intervention, ces explications très intéressantes. On est ravis en tant qu'association d'être coporteurs d'établissements. Cet article 51 à Aquadome Picto. Juste pour, avant qu'on fasse le tour de différentes régions de France, je redonnerai la parole à Bruno, mais je voulais juste après, il peut y avoir d'autres programmes. Les articles 51, c'est donc effectivement des expérimentations dans d'autres régions de France. Aquadome Picto, c'est dans le Grand Est, avec un certain nombre d'établissements qui s'appuient sur la pharmacie d'officine. Il y a un autre grand ce qu'on trouvait aussi important ce soir, c'était de souligner justement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que puis après, il peut y avoir d'autres avec ces expérimentations, avec ces entretiens en oncologie, l'idée dans d'autres pharmaciens de ville que le médecin traitant soit vraiment dans la boucle parcours avec l'oncologue et que les outils numériques qui permettent donc ce qu'on trouvait aussi important ce soir, c'était de souligner justement entre ce que vous avez soignants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec ces expérimentations, avec ces entretiens en oncologie, il y a alors que là tout est coordonné, pharmacien de ville, que le médecin traitant soit vraiment dans la boucle. Donc pour Isabelle avec l'oncologue et que les outils numériques qui le mieux c'est d'en parler dans votre d'information, en fait, facilite cet échange entre des soignants qui, au quotidien, aujourd'hui, pour beaucoup de patients encore, échangent
difficilement entre eux. Alors que là, tout est coordonné et ça facilite grandement les choses. Donc voilà, donc pour Isabelle qui demandait comment ça se passait en région parisienne, le mieux c'est d'en parler dans votre centre de soins parce qu'en fait, c'est quand même les établissements qui choisissent en fait un peu les options qu'ils prennent par rapport à ce qu'on appelle le suivi, le virage ambulatoire, donc toutes les thérapies orales. Et après, donc, ça peut être proposé de façon un peu différente d'un lieu à l'autre, mais nous, on est très, très conscient que ça change radicalement les choses pour les patients quand ça existe. Je voulais proposer à Bruno peut-être de réapporter lui son éclairage, donc comment ça se passe pour toi ou pour d'autres patients du réseau avec qui tu as pu échanger, et puis voilà, la mise en place des entretiens dans la vraie vie. Alors, en dehors de oui, alors en fait, oui, effectivement, c'est intéressant tout ce qui s'est passé ce soir, ce qui a été dit, puisqu'effectivement, les pharmaciens sont formés, les pharmaciens se forment, et donc il y a toujours une formation continue chez nous. Et donc voilà, c'est important d'en prendre conscience. Donc personnellement, je me suis effectivement pas encore tout à fait lancé dans les entretiens pharmaceutiques concernant les anticancéreux oraux. Je viens juste de me former, là, il y a quelques semaines. Donc après, il faut le temps, effectivement, que tout ça se mette en place, s'organise à l'officine. Hein, c'est pas forcément simple non plus. Dr. Gravoulet parlait des espaces de confidentialité dans les petites pharmacies ou dans les anciennes pharmacies. Il n'y a pas forcément toujours. Après, il y a toujours moyen de les faire. Bon, je le ferai sur la pause du midi quand il n'y aura personne effectivement à la pharmacie. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc on s'y lance petit à petit, mais je pense que voilà, il y a toujours du monde dans les formations. Dans les entretiens, on était quand même assez nombreux. On parlait au départ du cancer colorectal dans le dépistage. Toutes les premières formations ont été assez rapidement remplies, donc ça veut dire que les pharmaciens sont engagés dans ces nouvelles missions. Donc, il ne faut pas hésiter à pousser les portes, à rentrer et à questionner. Et voilà, tout va dans le bon sens. Il faut que ça prenne le temps, mais ça. Voilà, les pharmaciens sont accompagnés par les RPS, sont accompagnés par leur groupement. Voilà, je suis actif dans un groupement qui s'appelle Giropharm, qui est très actif depuis des années sur tous ces sujets-là, sur le sujet de la cancéro. Cette année, ils ont mis un gros paquet sur le dépistage du cancer colorectal. Voilà, avec des fiches à destination des équipes, on parlait au départ de la communication envers les patients, donc avec des vidéos, avec des mobiles à mettre dans la pharmacie, enfin beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, ça se développe et ça va dans le bon sens. Merci beaucoup. Là, il y avait une question que j'ai trouvée intéressante, c'est que dans ton expérience, Bruno, on voit que toi, tu as été touché avant 50 ans, donc avant le dépistage. Ouais. On a vu par ailleurs que c'était vraiment formidable que les pharmaciens puissent participer. Il y a aussi des patients qui ont au-dessus de 74 ans. Il y a beaucoup de questions aussi sur quand on a dépassé l'âge du suivi par le dépistage organisé, finalement, quels sont les conseils que vous donnez, comment on doit se suivre quand on a 75 ans et plus par rapport au cancer colorectal? Effectivement, dans ce cadre-là, le test, le test ne peut pas être utilisé, en fait, parce qu'il peut être positif dans ce cas-là, sans que ce soit forcément un vrai positif. Voilà, donc c'est un petit peu plus délicat à interpréter. Donc après, toujours possibilité de voir. Alors, bon, effectivement, je parlais de mes premiers symptômes que j'ai eu au départ. C'est quand même des symptômes très très généraux. Hein. C'est la constipation chez les personnes âgées. Effectivement, c'est assez courant, malheureusement, d'autant plus qu'ils sont souvent polymédiqués également, donc ce qui peut donner des effets secondaires. Donc c'est un peu plus délicat. Après, il faut savoir que le cancer colorectal, dans la majorité des cas, c'est un cancer qui se développe assez lentement, quand même. Donc c'est quand même le plus important, c'est que vraiment de faire ce dépistage
dès les 50 ans, ne pas non plus attendre, disant bah, j'ai 50 ans, moi je peux attendre un petit peu pour faire mon test. Donc bien le faire donc entre les 50 et 74 ans et le faire régulièrement. Très bien, merci beaucoup. On avait une question concernant le délai. Alors Géraldine nous demandait combien de temps attend-on pour recevoir nos résultats quand on a fait le test, qu'on a été chercher le test à la pharmacie. Alors, ce qui est annoncé, c'est une dizaine de jours, je crois, à peu près environ. Donc, une dizaine de jours. Donc, c'est le médecin traitant est contacté et ensuite le patient. À peu près ça, je pense. Oui, tout à fait, je confirme. Donc c'est centralisé, c'est un appel d'offres national pour désigner les laboratoires opérateurs. Et effectivement, ça fait partie du cahier des charges de l'appel d'offres de donner la réponse sous une dizaine de jours. Donc effectivement, modulo les jours fériés, les machins, les trucs, mais voilà, c'est globalement ça. Si au bout de 20 jours, vous n'avez pas de réponse, on peut effectivement se retourner au niveau de son CRCDC pour savoir où ça en est, s'il n'y a pas eu quelque chose. Alors, juste, moi, je voulais dire que je vous ai mis dans le chat pour que si ça a un peu intéressé certaines personnes, les 2 enquêtes qu'on avait réalisées il y a quelques temps, donc avec mon réseau cancer colorectal. Je vous ai mis aussi le lien pour la commande du kit en ligne, parce que ça peut intéresser certains d'entre vous ou des gens que vous connaissez, dans vos familles, dans vos amis. Hein. On peut aujourd'hui, ça fait partie c'est les 2 grandes nouveautés, on va dire, pour accéder plus facilement au kit de dépistage du cancer colorectal. C'est aller chez son pharmacien. On a vu l'intérêt de pouvoir échanger avec un professionnel de santé qui vous accompagne, qui vous connaît. Mais il y a d'autres personnes qui vont trouver que c'est pratique de pouvoir le faire en ligne. Donc, je vous ai remis le lien donc de mon kit dépistage cancer colorectal. Et là, vous avez une partie questionnaire qu'on remplit à la maison soi-même. Je vous ai mis aussi, parce qu'il y a eu une question sur, oui, il faut se souvenir quand même, entre 2 ans, machin, puis dans le fond, par exemple, pour une femme, il y a le dépistage du cancer du sein, il y a le dépistage du col de l'utérus, il y a le dépistage du cancer colorectal, ça fait beaucoup de dépistage. Il y a une start-up qu'on connaît bien avec mon réseau cancer colorectal, et je fais un clin d'œil à Cyril qui est là, qui s'appelle Dépistez-vous, qui travaille avec les CRCDC. Alors, je crois que ça vient de la région de Bordeaux au départ. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir suivre en fait l'ensemble de ce dépistage et d'avoir des petits rappels. Vous mettez en fait à quelle date vous l'avez fait, et du coup, ça vous aide un petit peu à vous souvenir de quand est-ce qu'il faut s'en préoccuper. Et puis, j'ai remis le lien de Néon, donc le réseau de cancérologie, si vous voulez retrouver les informations sur donc l'expérimentation à Coadom Picto dont Julien Gravoulet a parlé tout à l'heure. Et voilà, et sur nos réseaux, vous pourrez reposer d'autres questions. On partage régulièrement des informations sur toute cette question d'accompagner les thérapies orales, mais aussi maintenant beaucoup des combinaisons. Hein. Il y a beaucoup de patients qui vont avoir des traitements où on combine chimiothérapie ciblée, chimio, immuno, etc. Donc, petit à petit, là aussi, les professionnels de santé sont conscients que ce n'est pas si simple à vivre pour les patients et que la majorité du temps, les patients ne sont pas à l'hôpital, donc ils sont en ville. C'est là que se passent toutes les questions, tous les effets indésirables, et que nos soignants de proximité soient dans la boucle, ça nous aide à finalement être mieux accompagnés. Voilà, donc on est vraiment... donc c'est bien, enfin nous c'est les 1 an de cette expérimentation. On a la semaine prochaine un grand rendez-vous pour partager justement avec les différents acteurs les points d'étape. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que les résultats sont très intéressants, à la fois en termes bien sûr d'organisation du travail, de qualité de vie pour les soignants, mais surtout de mon point de vue pour les patients, avec des effets indésirables qui sont pris beaucoup plus à temps, donc beaucoup moins lourds, qui sont donc plus facilement gérés dans le temps, et donc des patients qui peuvent plus facilement vraiment profiter entre guillemets de leur traitement. Et donc on est dans des situations souvent de maladies métastatiques, donc c'est vraiment un enjeu que de pouvoir bien vivre avec son traitement au quotidien pour avoir une vie chouette, quoi, profiter de la vie tout simplement, travailler, mais surtout voilà, vivre sa vie de famille, sociale, etc. Et donc c'est ce qu'on souhaite à tous les patients. Donc on est particulièrement mobilisés avec plein de patients experts de nos réseaux, et on est ravis, merci Oriane, de nous permettre aussi avec 10 mois santé de donner aussi une visibilité un peu plus grande à ces sujets.
Je crois que voilà, on a prévu d'ailleurs de faire intervenir régulièrement les pharmaciens dans nos différents programmes. Voilà. Alors, je vais laisser peut-être Oriane conclure et puis annoncer la suite des rendez-vous pour Mars Bleu. Alors, Mars Bleu, nous allons continuer l'accompagnement donc des patients, des proches ou toutes les personnes souhaitant s'informer au travers donc encore de 4 webconférences. Donc, vous allez avoir les liens sur le chat. Donc, ça va des traitements qu'évoquait Laure tout à l'heure, les combinaisons, etc. Donc, c'est vraiment de la génétique aux innovations. Tout ce qui est accompagnement au travers de la stomathérapie, des kinésithérapeutes, des psychologues, etc. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, je voulais aussi dire que le dépistage, en fait, c'est toute l'année. C'est pas seulement en mars, hein. Même si c'est Mars Bleu, c'est vraiment toute l'année. Et donc, j'espère que ce soir, vous avez eu toutes les informations et que vous êtes tout à fait informés et rassurés sur à la fois l'accès simplifié à ces kits et puis la réalisation de ces kits. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Je voulais remercier encore nos 2 intervenants, Dr Gravoulet et Bruno. Et à bientôt alors. Merci à vous. Laure, à vendredi. À vendredi pour la rencontre autour du soutien psychologique. Exactement. Au revoir.